Bonjour à tous et bienvenue à ce neuvième rendez-vous simulation de l'espace ressources en santé simulation des Pays de la Loire. Donc, je suis Solène Rive, chargée de mission à Calirel Santé, notamment sur la simulation en santé et plus particulièrement pour l'animation donc, de cet espace ressources des Pays de la Loire. Nous sommes aujourd'hui donc ensemble pour une heure, donc jusqu'à 14h30, et pour aborder donc le sujet capital de la formation et l'évaluation des formateurs en simulation en santé. Et du coup, je laisse sans plus attendre la parole au professeur Grandry pour nous présenter l'orateur de ce jour. Oui, bonjour à tout le monde et ravi de vous retrouver. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à accueillir le docteur François Lecomte, médecin urgentiste à l'hôpital Cochin, que sans doute certains d'entre vous connaissent déjà parce qu'il a évidemment, c'est un des pionniers de la simulation en santé. Il a été le premier à créer un DU, un diplôme université de simulation qui fonctionne toujours et très bien. Et donc, il a formé beaucoup de monde en simulation en santé. J'ai le plaisir de l'accompagner il y a bien des années maintenant en Angleterre. J'étais un des premiers centres à Hertfordshire. Et voilà, donc je pourrais en dire beaucoup sur lui parce qu'il s'est beaucoup intéressé à l'évaluation en général. Il a été le leader de travaux de la Sofrasim sur le sujet. Et donc, on va l'écouter et j'espère que vous aurez beaucoup de questions à lui poser parce qu'il connaît très bien le sujet. Merci François d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'est vraiment très gentil comme introduction et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais faire ce topo. Et juste un petit lien avec l'actualité, je crois qu'il faut le dire, puisque la personne qui était en charge du centre du Hertfordshire dans lequel nous sommes allés faire notre formation de formateur était en charge des paramédicaux, de la formation par simulation de tous les paramédicaux au Qatar, ce qui n'était pas une mince affaire. Voilà, mais voilà donc le petit lien avec l'actualité et puis et la beauté du sport. Mais là n'est pas le débat. Le débat, même c'est se centre actuellement sur, et je partage mon écran. Alors, c'est toujours la petite minute de stress. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est bon? Parfait. Parfait. Donc, effectivement, donc, je suis médecin urgentiste à Paris et vraiment intéressé par les formations de formateurs en simulation. Et on verra plusieurs modalités de formation de formateurs. La modalité qu'on nous avions fait initialement était une formation courte qui était à Londres. Et on verra d'autres types de formations, notamment le TU, évidemment, qui est une formation qui est beaucoup plus j'allais dire francophone, mais là, je vais être obligé de dire française, je crois, puisqu'il y a quelques des masters, sinon, dans d'autres pays. Voilà. Donc, les objectifs de ce topo, c'est de comprendre l'importance de la formation des formateurs en simulation, de voir les différentes formations qui existent et de pouvoir un peu les différencier, notamment à la lumière des recommandations qui existent, de voir un petit peu l'importance pour un formateur en simulation d'avoir une formation continue et quel peut être le contenu de cette formation continue. Et en plus, éventuellement, des DU, des formations comptes dont on vient de parler, de voir certaines formations complémentaires qui existent ou pas d'ailleurs. Et il y a vraiment des nécessités pour l'instant qui attendent d'avoir une création d'un support, d'un centre, Angers, ailleurs, etc. On verra lesquels. Et puis ensuite, on parle pédagogie. Donc, on parle, alors je ne vais pas vous dire recherche parce que ça ne va pas aller, mais on va dire évaluation. Mais l'évaluation est un très beau premier niveau de recherche et il est nécessaire quand on fait un acte pédagogique d'évaluer son intérêt, son impact sur les personnes qu'on a formées. Alors, donc, j'aimerais que vous puissiez me dire un petit peu pourquoi est-ce qu'on forme des formateurs en simulation finalement, si quelques-uns veulent prendre un peu la parole.
Ça marche là, ouais. Bah, écoute, moi je veux bien. Moi, je pense que la simulation est une méthode pédagogique aujourd'hui tellement importante, même s'il y a encore des gens qui ne sont pas complètement convaincus, que cette formation en pédagogie, tu l'as évoqué, est absolument nécessaire parce que non seulement il y a un impact pédagogique sur les connaissances, mais il y a aussi un impact pédagogique sur les connaissances et surtout sur les comportements. Donc, on ne peut pas, je dirais, confier les clés de la maison à tout le monde. Et je crois qu'en particulier, justement, on sait tous que les débriefings peuvent avoir des conséquences psychologiques importantes, pas seulement les débriefings, les séances de simulation aussi. Et que donc, s'il n'y a pas des gens formés derrière, on pourrait avoir de gros soucis secondaires. Ben voilà une petite remarque un peu longue, François. Oui, oui, je vous en prie. Est-ce que d'autres personnes ont des remarques? Je peux. Je vous écoute. Véronique. On n'entend pas. Véronique. Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'écoute. Oui. Ouais. Je rejoins Jean-Claude sur sa remarque pour sécuriser nos programmes de formation par simulation. Je pense aussi que c'est une aide pour les formateurs en simulation, pour leur sécurité psychologique. On parle beaucoup de la sécurité psychologique des apprenants, mais je pense que de former les formateurs et de leur apporter de la formation continue, ça bénéficie aussi à la sécurité psychologique de nos formateurs qui, des fois, sont mis en difficulté sur les formations et du coup, d'essayer de leur apporter un petit peu des clés pour mieux vivre les choses. Oui, c'est tout à fait vrai et c'est assez étonnant parce que de temps en temps, on a l'impression de rassurer les formateurs qu'on forme, qui ont parfois une petite expérience de co-débriefing, etc., en leur disant, mais vous savez, ça fait quand même quelques années qu'on en fait et c'est pas simple. On a toujours du stress, on a toujours le stress du timing, le stress de pas mal de choses. Est-ce qu'on va être dans nos objectifs pédagogiques ou une thématique de débriefing difficile? Moi, je vais jamais la fleur au fusil sur une thématique d'annonce, par exemple. Je me dis, voilà, on va remuer beaucoup de choses. Et quand les gens savent que nous aussi, on a des problèmes, mais qu'on se raccroche à un cadre, c'est quand même quelque chose qui aide beaucoup. Alors, d'autres choses, finalement, pourquoi est-ce qu'on forme les formateurs? On a envie d'avoir une homogénéisation des formations, que tous les gens, finalement, qui passent dans une formation initiale aient la même formation. Enfin, c'est quand même intéressant de savoir que quand une infirmière vous pose une perfusion, ça répond à des critères qui sont un petit peu nationaux. Voilà, il y a des outils pédagogiques de formation initiale et de formation continue qui existent, voilà, à savoir les utiliser. Le risque du débriefing sauvage, Jean-Claude en a parlé, et puis finalement, si vous n'avez pas de formation, enfin, peut-être pas pour les instituts de formation infirmiers, mais en tout cas, ma génération n'a pas eu de formation à des compétences non techniques ou au CRM, et il me paraîtrait illusoire de pouvoir faire de la simulation, de parler de communication sans avoir jamais eu de formation là-dessus. On a quand même un but, c'est que des formateurs puissent être formés de la même façon, grâce à des formations qui soient structurées et dans des structures qui soient validées et éventuellement, voilà, que les programmes soient validés aussi. Voilà, il y a des recommandations de la Société francophone de simulation et de la Haute Autorité de Santé, et finalement, on forme les formateurs en simulation parce que c'est les recos, donc il faut les appliquer et c'est nécessaire. Et ces recours, on peut les voir. Ça fait déjà un petit bout de temps que ça existe. Jean-Claude Grandry et Marie-Christine Moll étaient à l'initiative de ce projet qui était absolument passionnant et qui est en train d'être réactualisé maintenant, qui a permis de dire finalement, quand on fait de la simulation, il faut il y a des types de programmes, des types de simulateurs, des types ou de patients simulés. On fait de la recherche, on ne fait pas de la recherche. On a des structures dédiées ou pas de structures dédiées. On met juste les choses, comme moi, dans un placard et on les sort et on les monte à chaque fois, qui est plutôt une structure de niveau 1. Mais n'empêche que vous avez des gens qui donnent des cours et qui doivent avoir
responsable scientifique, un DU de formation de formateur ou une attestation de formation à la simulation. Et ça, c'est assez clairement noté. Et pour les formateurs, il faut, c'est peut-être optionnel pour le type 1, mais il existe une formation obligatoire pour le type 2 et le type 3. Voilà. Un autre plus au passage de ce tableau a été de valider le fait que finalement, il faut du personnel dans les structures de simulation, sinon on ne peut pas le faire fonctionner. Ça a été un grand plus aussi. Donc, je vous poserai aussi la question, finalement, quels sont les rôles d'un formateur en simulation ? Qu'est-ce qu'on attend d'un formateur en simulation ? On attend beaucoup de choses. On va prendre la parole. Allez-y, allez-y. Alors, c'est déjà anticipé. Anticiper quoi ? Anticiper l'organisation, le matériel. D'accord. Donc, oui, alors je vais dire, et ce que je dis à chaque fois, un bon formateur doit avoir tout anticipé et ne doit jamais faire face à l'imprévu. Ça, c'est la théorie. Et alors, en pratique, tout peut se voir. Donc, effectivement, il faut, comment dire, avoir l'habitude d'avoir des roues de secours qu'on peut utiliser assez rapidement avec le moins d'impression d'être débordé possible. Mais effectivement, et ça fait partie dans les formations de formateurs, on le dit assez clairement, des problèmes techniques, des problèmes comportementaux, etc. Il y en a tout le temps. Et au passage, plus on est dans les hautes technologies et plus on a de problèmes techniques. Clairement, hein. C'est pas parce qu'on a un très beau centre de simulation avec plein de trucs hyper technologiques qu'on est plus efficace. Restons simples et adaptés à nos outils pédagogiques. Ça fait aussi partie de ce qu'on peut enseigner aux formateurs. Voilà. Alors, là, c'est grosse diapo, désolé, parce que évidemment, vous avez vu que c'est le formateur un peu Shiva. Il doit préparer ou co-préparer avec structurer l'enseignement et assurer l'enseignement pédagogique, l'alignement pédagogique. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on vous demande d'intervenir à un moment donné, mais il est absolument nécessaire de savoir ce que les gens ont eu avant, et ce que les gens vont avoir après, pour vous positionner à un moment et être en articulation avec globalement ce que les gens attendent, quoi. Et puis, vous avez un cahier des charges qui vous a été donné par un comité pédagogique, un comité scientifique, et savoir respecter ces recommandations. Le formateur doit être parfaitement à même d'assurer l'accueil, le pré-briefing, l'enchaînement des cas et le débriefing. Ça a l'air 4 mots comme ça ou 4 groupes de mots et c'est juste énorme. Donc, débriefing, il faut avoir non seulement les compétences CRM et la plupart du temps des compétences métiers. Donc, les compétences CRM, Crisis Resource Management, donc des compétences aussi non techniques qu'on utilise en situation de crise et des compétences métiers. Moi, ça m'arrive d'intervenir dans des blocs opératoires, des salles de naissance. Je n'ai pas la compétence métier, j'ai la compétence CRM. Et dans ce cas-là, je m'entoure de personnes qui ont ces compétences métiers, mais je m'assure que ces personnes ne vont pas partir dans des cours magistraux, mais bien respecter les débriefings. Ensuite, l'utilisation de la vidéo. Voilà, si vous vous lancez en utilisant la vidéo dans les débriefings, c'est un art. Certains ont dit que c'était un art d'utiliser la bonne taille de vidéo avec un impact pédagogique qui doit être au moins égal à celui que vous auriez eu si vous aviez juste parlé à la place. Il faut aussi être capable de faire l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Alors ça, l'évaluation formative pour des infirmières, c'est assez clair, ça fait longtemps que les infirmières sont bien en avance là-dessus, c'est le fait de, pour s'améliorer, je fais le point
pendant un apprentissage sur mon niveau, pendant une formation, mais ça peut être une formation d'1 an, 2 ans, 3 ans, etc. À un moment donné, on fait le point par une évaluation qui compte, entre guillemets, pour du beurre, mais on se compare par rapport au référentiel et on voit la route qui reste à accomplir. Et le formateur doit aussi être à même de faire l'évaluation sommative, c'est-à-dire que non seulement il forme en évaluation formative, mais il doit pouvoir évaluer en évaluation sommative. Et là, il reste quand même du travail avec la simulation. Je vais juste réduire ça pour pouvoir voir la suite. Voilà. On doit pouvoir aussi encadrer les jeunes formateurs qui arrivent. La compétence d'encadrement, elle existe très bien dans le cursus paramédical. La compétence d'encadrement n'existe pas chez des médecins. On n'a pas eu des formations spécifiques là-dessus. Et puis, on doit être capable de faire une action qualité, c'est-à-dire de savoir quand on finit une formation, finalement, si cette formation est valable, s'il faut l'améliorer, s'il faut la modifier. Voilà. Là, on parle de recherche en pédagogie aussi. Le formateur doit pouvoir dire, tiens, maintenant qu'on a fait l'évaluation, on voit clairement qu'il faut améliorer telle chose. On va peut-être publier. Et voilà, on est dans de la communication qui est nécessaire pour que tous les gens… Moi, quand j'ai commencé la simulation, les observateurs, pour moi, étaient… Je ne vais pas dire quantité négligeable. Non, ce n'est pas vrai, parce que je m'en servais dans les débriefings, mais je ne savais pas du tout qu'on pouvait apprendre au moins autant que les gens qui passaient en tant qu'apprenants actifs quand on était assis, sous réserve d'un certain nombre de critères, des contrats qu'on passe avec eux, des choses qu'on leur donne à évaluer, etc. Alors, la diapositive d'après, voilà donc un exemple de référentiel qu'on a, des aides cognitives qu'on a créées avec Morgane Jaffrelot sur le pré-briefing. Et donc, on fait passer ça aux apprenants et ils doivent impérativement avoir un pré-briefing qui soit complet. On a tendance à gagner les 15 minutes qu'on avait en retard en disant on va couper cette… Non, il faut être complet. On demande aux formateurs de favoriser l'utilisation d'aides cognitives dans les soins au quotidien. De la même façon, nos formateurs doivent utiliser des aides cognitives pour être complets. Rédaction et ou mise en place de scénarios. Encore une fois, mais vous avez de la chance si vous vous lancez en simulation. Il y a la Sofra-Sims, et merci à Jean-Claude d'en avoir assuré la présidence et d'être toujours d'une participation bienveillante à la Sofra-Sims qui a permis de cadrer plein de choses. Maintenant, quand on fait des scénars, on a connu des scénars qui étaient entre une demi-page, c'était mon cas, à des gens qui faisaient des scénars de 25 pages. Maintenant, on a en 2 ou 3 pages, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des détails qu'on peut donner en formation de formateur aux gens. Ils utilisent ces référentiels et les remplissent avec des aides, des scénarios déjà remplis, etc. Voilà. Pareil pour les patients simulés, inquiets, impact sur sa vie, attente envers la prise en charge, grimage, costume, etc. Tout ça, maintenant, grâce à la Sofra-Sims, il y a des référentiels qui nous permettent d'utiliser, de créer des scénarios pour patients simulés. Alors, le scénario en pratique, le formateur, il doit être capable de connaître le déroulé du scénario, assurer la cohérence du scénario, et voilà, les éventuels imprévus, oreillettes, facilitateur, la personne qui est là pour intervenir, pour être sûr qu'on puisse aller dans nos objectifs pédagogiques. Est-ce que éventuellement ça se passe pas du tout comme il faut et on fait un débriefing per simulation qui pourrait être mal pris par les apprenants parce que, oh là là, ils ont l'impression d'avoir fait une bêtise. Évidemment, ils sont peut-être en train de masser quelqu'un qui fait juste une overdose aux opiacés parce qu'ils ont vu un patient inconscient qui ne ventilait pas alors qu'il ventilait à 6 par minute, mais qu'ils étaient tellement impatients, ils étaient tellement sûrs qu'il allait se passer quelque chose de grave que finalement, ils ont regardé que pendant 5 secondes si le patient ventilait ou pas. Débriefing per simulation, ça s'apprend. Savoir faire une belle fin de scénario, ça s'apprend. C'est pas fin du scénario. Et les gens continuent. C'est fin du scénario. Voilà, quelque chose de très clair comme ça, un peu le clap de fin. Certains de mes étudiants au DU ont fait un clap de début et de fin, ce que j'ai trouvé extraordinaire, et j'ai gardé ce clap d'ailleurs.
Le débriefing, est-ce qu'on doit faire une animation, une co-animation? On doit respecter les étapes qui sont globalement le ressenti, la compréhension de la situation, l'analyse, la synthèse. Ça, ces phases-là, c'est clair. Quel que soit le type de débriefing que vous utilisez, globalement, on a ces 3 ou 4 phases qui sont là. Ensuite, que vous utilisiez un débriefing en plus delta, un débriefing en good judgment, etc. C'est variable en fonction de ce que le formateur vous inculque au tout début. Est-ce que vous utilisez la vidéo? Est-ce que vous faites intervenir des experts? On en a déjà parlé. Est-ce que vous êtes capable d'identifier un débriefing difficile? C'est fondamental. Et de le gérer, ce sont des choses qui sont absolument fondamentales. Et à chaque fois, vous devez dire, j'ai mon apprenant, il passe sur un scénario, il se compare à des référentiels. Scénario 1, on fait le débriefing. Scénario 2, on se compare à des référentiels pendant qu'ils font la simulation, le débriefing, etc. Et on a ce programme de formation qui est sur une journée, qui est sur 3 ans de formation, qui est sur 5 ans de formation, que sais-je. Mais en tout cas, on a cette progression qui est tout à fait nécessaire pour que les gens deviennent de novices à compétents. Bon, moi, l'idéal, c'est que les gens, quand ils sortent de l'école, ils soient experts, mais pour nous, c'est extrêmement difficile. Il faudrait qu'ils passent plein de fois en simulation, etc. Qu'ils soient compétents, ça me paraît déjà très intéressant, et que le degré d'expertise, on puisse l'avoir au fur et à mesure de la vie, ça me paraît tout à fait intéressant. Comment est-ce qu'on peut former les formateurs? Donc, on en a déjà parlé. C'est une formation. Donc, comme dans toute formation, il faut un pré-test, il faut de la théorie, il faut de la pratique, il faut un post-test et une évaluation. Ça, c'est à partir du moment où vous voulez faire une formation Calliope, c'est-à-dire prise en charge par la formation continue, ce sont des critères que vous devez absolument respecter. Alors, la pratique, on verra la pratique d'écriture de scénar, de mise en scène de scénar, de débriefing, etc. La réalisation de débriefing. Voilà. Mais finalement, la Sophracim, il y a eu des grandes questions au niveau de la Sophracim, c'est comment doit-on finalement former les gens. Il y a des formations courtes, il y a des DU. On a dit, est-ce qu'on doit dire finalement, donc on a recensé au niveau de la Sophracim, on s'est dit combien il y a de DU en France, il y en a une douzaine, il y en avait un tout petit peu plus avant, malheureusement il y en a certains qui ont arrêté. Il y a des formations courtes en France, il y en a une vingtaine. Il est nécessaire que ce soit le plus homogène possible pour que les gens aient la même formation. Autant il est possible sur des formations qui sont non institutionnelles, qui ne sont pas des formations universitaires, que ce soit reconnu, proposé par la Sophracim, autant pour les formations universitaires, c'était plus difficile et on n'a pas fait ce travail de conseil. Voilà, peut-être je regrette un peu ça, mais je peux tout à fait le comprendre. Alors, on a fait un premier travail en 2018 de voir ce qui était fait lors des formations courtes et essayer d'homogénéiser les choses. Et un deuxième travail dont certains qui sont présents ici, auxquels certains qui sont présents ici participent, et je les en remercie, qui nous permet finalement d'actualiser les formations en fonction de l'actualité, et cette actualité qui a été marquée par l'évaluation sommative de l'année dernière. Donc, on revient sur ces référentiels. Le premier référentiel de 2018, comment ça se passe? Il y a le cadre des formations, avant la formation, il y a une vie avant et après la formation, exactement comme la simulation. Les gens, ils se disent, je vais à une formation, comment je peux préparer cette formation? On envoie du matériel et après la formation, il y a l'impact un peu qui reste. Comment est-ce qu'on peut prolonger derrière la formation et bien sûr derrière le DPC du formateur en simulation en santé. Et au passage, c'est très étrange de dire, si les gens ne font pas 6 formations par an, en tant que formateur en simulation, ils ont été formés, s'ils ne font pas 6 journées de débriefing par an, ils peuvent perdre le bénéfice de leur formation. À chaque fois, les gens disent, oh là là,
Mais évidemment, il faut avoir l'habitude de débriefer pour être un bon formateur. Et il y a éventuellement une partie pratique. Alors, cette partie pratique, évidemment, pendant la formation courte, elle est obligatoire. Elle va de 30 à 50% des formations courtes. Et certains proposent un stage pratique dans une structure de simulation, mais un stage qui n'est pas obligatoire. Alors ça, c'est hyper intéressant. Non, automatiquement facile à organiser, mais qui permet de temps en temps d'accueillir des gens qui ont été formés et qui viennent faire des co-débriefings, voir comment ça s'organise, et au mieux co-débrief, voire débrief, pourquoi pas, s'ils sont à l'aise dans les co-débriefings. Et je trouve ça tout à fait intéressant, mais difficile dans l'organisation de la simulation, puisqu'il faut à la fois que le formateur soit attentif aux gens qui forment, et puis aux formateurs en formation. C'est un petit peu la mouche multifacette. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur cette diapo? Le problème, c'est que, voilà, le curriculum des formateurs qui dispensent les formations courtes, il y a une formation initiale, une formation continue, et évidemment, l'évaluation des formateurs. Il y a être formateur tout au long de la carrière, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec une nécessité d'un véritable DPC, avec évaluation des apprenants, vidéo de simulation. On a les scénarios qui ont été écrits, on a la vidéo de la session de simulation et la vidéo du débriefing, qui est une recommandation des guides de bonne pratique en matière de simulation en santé de Jean-Claude Grandry et de Marie-Christine Moll, mais qui est quand même hyper difficile en pratique. On doit enregistrer la simulation, enregistrer le débriefing. C'est idéal. Alors, on n'utilise pas toujours les vidéos des débriefings, mais quand ça se passe mal, ça permet de temps en temps de se réunir. Moi, je préconise, je ne sais pas ce que dit la Sophracim, on n'a rien marqué là-dessus, mais une fois par an, de faire une conférence un peu pédagogique au sein de chaque centre de simulation et de se dire, bon, alors, on va sélectionner 3-4 vidéos, 3-4 sessions de simulation qui ont été difficiles, et puis on va essayer de voir comment s'améliorer. Voilà, donc, et puis voilà, des feuilles de débriefing standardisées qui peuvent être utilisées aussi. Alors, je vais vous montrer quelques exemples rapides des compétences qu'on a définies en 2018. Et là, on parle des compétences non techniques. Je vous ai dit que s'il y avait une chose essentielle qui justifie la formation des formateurs en simulation, c'est ça. Parce que finalement, quand vous demandez à un médecin de définir des compétences non techniques, il vous regarde comme ça. Quand vous dites à un psychiatre que c'est de compétences non techniques, la communication, il vous dit, attendez, j'ai l'impression que c'est très technique ce que je fais toute la journée. Je vous l'accorde, mais n'empêche qu'il y a des définitions et ça fait partie des compétences non techniques. Définir par rapport aux facteurs humains en santé, de définir le concept des CRM, de les nommer, des Crisis Resource Management, c'est des compétences non techniques qu'on utilise en situation de crise, comment comprendre et évaluer les compétences non techniques. Ça, c'est la partie théorique. Et la partie pratique, c'est finalement, on m'a donné un enseignement sur les compétences non techniques. Je vais écrire des scénarios avec des compétences non techniques. Je vais apprendre à débriefer les compétences non techniques. Je vais éventuellement savoir retrouver à partir d'une vidéo des compétences non techniques ou à partir de cas pratiques, réaliser au moins un scénario de simulation centré sur les compétences non techniques, avec pas uniquement l'algorithme de prise en charge de l'arrêt cardiaque et faire quelque chose qui serait faisable complètement dans une autre modalité qui coûte moins cher et qui demande moins de ressources humaines. Autre chose, la description des outils de simulation. Bien voilà, on a l'ensemble des outils de simulation que je ne vais pas lister et qui reposent encore une fois sur le guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé. En théorie, c'est savoir adapter l'outil de simulation aux objectifs pédagogiques, incluant le patient simulé. Le SimMan, le truc qui coûte 80 000 €, le seul moment où j'avais aucun doute sur le fait que j'allais l'utiliser, c'est quand on a reçu des ministres à Paris et qu'on leur a montré le mannequin. Même pour un scénar de base, il fallait un
un mannequin qui puisse faire absolument tout. Et puis en pratique, pour l'arrêt cardiaque, on n'est pas du tout obligé d'avoir un mannequin aussi sophistiqué. Voilà, savoir adapter donc aux outils de simulation, comprendre l'importance du briefing d'un patient simulé et de son dérôlage. Les gens ont toujours ce terme de dérôlage. Si les gens ne sont pas au courant, hier on avait un patient simulé, c'était très étrange, en formation de formateur, et je lui dis à la fin, ça va, hein, devant tout le monde. Il m'a dit, ça va, mais cette annonce, elle ne m'a pas laissé indifférent, et j'espère que je ne vais pas avoir un coup de téléphone de l'hôpital pour ma femme qui revient du travail. C'était l'annonce qu'on venait de lui faire. Vous vous rendez compte? C'est quand même, voilà, il avait été touché, alors qu'en aucun cas, les formateurs en herbe qui étaient là s'étaient rendus compte du fait que le patient simulé, lui aussi, pouvait être touché. Voilà. Et donc, en pratique, pour ça, on met en scène au moins un patient simulé par l'ensemble du groupe qui est en formation. On identifie les différences avec un simulateur. Alors, j'ai toujours un problème. Voilà, la scénarisation en simulation, la scénarisation, c'est le fait on veut faire un scénario et on l'écrit, donc on est capable de construire un scénario de simulation, on comprend l'intégré d'une grille d'élaboration d'un scénario, et en pratique, on sait mettre en scène un scénario de simulation. Alors, ça paraît difficile de faire une formation de formateur uniquement en distanciel, en disant aux gens, voilà, vous écrivez votre truc, et puis ils n'ont pas les mains, entre guillemets, dans le cambouis, et il faut que les gens puissent s'organiser, puissent voir toutes les difficultés de la mise en place d'un scénario. Alors, les plus, finalement, des diplômes universitaires par rapport aux formations courtes. Alors, c'est merveilleux, hein. Quand au début, je me suis dit, les DU, c'est le truc à la française, il faut le faire. Moi, j'avais un cahier des charges qui était à 125 heures par an. Ça a baissé, a priori, à 75 heures par an. Bon. Moi, je garde toujours le même nombre d'heures, sans parler du travail à domicile qui est tout à fait conséquent. Donc, en tout cas, c'est variable en fonction des DU, c'est pas homogénéisé. Puis, on a les DU anciens modèles, les DU nouveaux modèles. Souvent, ça va de 20 à 50 personnes. Et c'est super parce que ça permet un véritable brainstorming. Moi, j'ai mis un point d'honneur à ce que tous les gens soient tout le temps, toujours ensemble, pour pouvoir discuter. Ah, toi, tu es infirmier, alors ça se passe comment? Et toi, tu es infirmier anesthésiste? Ah oui, et tes expériences, etc. C'est fantastique pour le terreau que ça peut faire. Il y a un travail de mémoire dans la plupart des DU avec un travail poussé de réflexion, de recherche, d'ingénierie pédagogique ou de recherche ou de bibliographie qui est fait. Je me rappelle des thématiques, soit le follower en simulation. Et il n'y a pas énormément de biblio, mais c'est hyper intéressant. L'année dernière, on a, ça va peut-être intéresser Jean-Claude, Sandrine, qui est un médecin à Trousseau, dans le superbe centre de simulation de Pulse, Trousseau, qui est un hôpital pédiatrique. Ils ont créé eux-mêmes un simulateur de circulation extracorporelle pédiatrique, mais je crois que ça a été présenté déjà dans les congrès. Voilà. Une formation poussée pour l'annonce, ça permet d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire en formation courte. Formation poussée pour les patients simulés, désolé pour la faute d'orthographe. Et puis, les rares mais nécessaires, éventuellement, aller un petit peu plus loin dans l'évaluation sommative, mais finalement, les DU ne permettent pas d'aller aussi loin qu'on voudrait dans l'évaluation sommative, mais on y reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Voilà, là, on a une salle de simulation qui est, voilà, avec les 3 qui sont en rouge sont des apprenants, les 3 qui sont en jaune sont des formateurs, avec le formateur en haut à droite qui est plutôt un facilitateur qui est dedans. On a un pilote, certains appellent technicien, voilà, et puis on a des gens qui sont observateurs de l'autre côté. Alors, quand on est en évaluation
formatives, les trois en rouge, très bien, on veut les améliorer, très bien, créer une dynamique d'équipe, etc. Quand on est en évaluation pour mettre une note, c'est compliqué que les trois soient typiquement à évaluer. À mon avis, on peut en évaluer que un, voire deux, mais s'il y en a un des deux qui n'est pas très bon, c'est difficile. Alors imaginez en évaluation sommative la difficulté d'utiliser la simulation haute fidélité. Il faudrait avoir des ressources quasiment illimitées. Et ça nécessite donc des formations spécifiques à l'évaluation sommative, que ce soit quand on utilise la simulation, comme on vient de le voir, haute technologie, ou comme on le verra tout à l'heure, de la simulation par Écosse, qui est très à la mode, mais il faut des gens qui soient capables d'être des concepteurs avec l'alignement pédagogique dont on a parlé, avec un DU de pédagogique ou un DU de pédagogie ou un DU de formateur en simulation. Ça nécessite des formateurs opérateurs tels qu'on les a définis dans le groupe évaluation sommative de la Sofracim, avec des gens qui, on leur donne un scénar et ils sont capables de le mettre en scène, et ça nécessite des formateurs qui soient capables d'évaluer les personnes qui passent, les raters en anglais, qui sont des gens qui auraient reçu une formation spécifique à l'évaluation sommative et qui n'est pas si simple. Et là, on développe beaucoup les Écosses actuellement, qui va représenter 30% de la note, 60% sur du cognitif pur, 30% un examen avec des compétences non techniques et 10% sur les curriculum vitae. Ce sont nos futurs internes dans tous les centres hospitaliers de France qui vont passer et qui vont avoir des formations avec des compétences non techniques. Alors, j'allais dire, c'est rigolo parce que qui vont avoir des évaluations sommatives avec des compétences non techniques, et donc ils vont avoir une évaluation formative avec des compétences non techniques, puisque nos étudiants, que ce soit des infirmiers, des médecins, des kinés, ce sont des bêtes d'examen. Oui, ils veulent probablement améliorer les patients, mais pas tout de suite. Pour l'instant, ils veulent avoir leurs examens. Mettez-leur des examens avec des compétences non techniques et ils seront meilleurs en compétences non techniques parce qu'ils iront se former en compétences non techniques. Voilà, et ça, je trouve ça absolument intéressant, et je salue vraiment une fois de plus ce travail de Jean-Claude Grandry qui m'a dit en 2015, François, en 2020, il y aura de l'évaluation sommative. Et je dis, waouh, ça fait quand même beaucoup de boulot. Et en 2023, ma fille, qui est en 5e année de médecine, fait partie de la première promo qui va être évaluée par les Écosses en évaluation sommative. Donc là, on se dit, il faut quand même que les gens soient formés, parce que c'est quand même un facilitateur en évaluation sommative. C'est pas quelqu'un qui, quand vous savez pas, il va redresser les choses. Le but, c'est pas les objectifs pédagogiques, d'améliorer le patient. Le but, c'est d'avoir une note pour l'université. Mais il faut quand même que quand on utilise des grilles, on soit conscient qu'on les utilise bien, et on peut faire des erreurs en utilisant les grilles. Quelles sont les principales erreurs d'évaluation en évaluation sommative? Pareil, il faut être formé à l'utilisation des grilles aussi. Alors, la question, c'est, là je vais vous laisser un tout petit peu parler. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. OK, donc je vais enchaîner. Comment on peut évaluer les formateurs? Évaluer les formateurs, il va falloir que tout ce qu'on vient de dire, on puisse évaluer les personnes. Donc, comment on peut faire? Il faut réussir à évaluer sa formation initiale, que ce soit une formation courte, un diplôme universitaire. Il faut avoir fait des débriefings de débriefing pour vraiment savoir quel est le niveau de nos formateurs. Désolé, je suis en train de jongler avec ma barre à chaque fois. Pas très simple. Il faut savoir évaluer la formation continue, que ce soit de l'auto ou de l'hétéroévaluation. On va revenir sur le DASH juste après. Les vidéos dont on a parlé, des sessions de simulation et des débriefings. En fin de session, comme ça, un petit feedback entre formateurs pour s'améliorer pour une prochaine fois. Et puis, ces fameuses sessions pédagogiques infrastructures qui me paraissent absolument essentielles. Alors, finalement, l'outil d'évaluation du pré-briefing. On veut
Alors, on peut dire on veut évaluer le scénario. Alors ça, c'est l'objet d'un groupe de travail de la Sofracims avec Guillaume Bersakian, qui est mon compère qui travaille maintenant à Orange, et qui travaille avec Sylvain Bouet et avec Rivière. Et ils essayent de faire une grille d'évaluation des scénars pour savoir si les scénars concrets sont de qualité. Première chose. Deuxième chose, on fait un pré-briefing. Il y a soit vous utilisez la grille de pré-briefing que vous a proposée avec Morgane Jaffrelot, soit vous utilisez le DASH. Et la première partie du DASH, c'est établir un climat favorable à l'apprentissage et on va tester qu'on établit un climat favorable à l'apprentissage. Donc ça, c'est pour le pré-briefing, vous rappelez. Et ça, c'est le DASH, première partie. On a un certain nombre d'items bien décrits en bas qui concernent le pré-briefing et une échelle de Likert de 1 à 7 et on va coter si on a bien décrit l'environnement, on a les objectifs pédagogiques, les questions de confidentialité, on a expliqué le déroulé de la formation, on les a rassurés qu'on n'est pas là pour les humilier, etc. Voilà, ça on peut évaluer d'un point de vue auto-évaluation par le formateur, d'un point de vue hétéro-évaluation par les observateurs, mais aussi les observateurs qui sont doubles, qui sont à la fois les gens qui ont reçu la formation, donc les formés, mais aussi un évaluateur externe qui viendrait pour évaluer le formateur qui est là, peut-être un responsable pédagogique dans une structure, ou qui regarderait la vidéo d'un débriefing et qui pourrait dire « Ah bah oui, regarde, ça correspond ou ça ne correspond pas et comment on peut s'améliorer ». Mais il y a d'autres outils pour le débriefing qui existent. Le DASH, donc les 6 points d'après, correspondent à d'autres outils, des critères où on évalue le débriefing. Et on évalue si on a maintenu un climat favorable à l'apprentissage, si on a conduit le débriefing de manière structurée, si on a suscité l'engagement dans l'échange, si on a identifié les écarts de performance, on en a analysé les raisons, si on a aidé les apprenants à atteindre ou maintenir un bon niveau de performance future. Voilà, et à chaque fois, on a des items aussi fournis que ceux qu'on voit pour les éléments 1, et qui nous permettent de nous dire est-ce qu'on est bon ou pas bon. Il y a d'autres grilles qui existent, on pourrait faire une liste comme ça, mais le DASH est de loin celui qui est vraiment le plus reconnu et il a été traduit en français, c'est quand même intéressant. Alors attention, il n'a pas été validé en français, mais il a été traduit, ce qui est déjà un très bel effort entre un médecin, fait par un médecin et une infirmière. En conclusion, donc, je sais que ça a été un petit peu long, un petit peu dense, mais vous avez vu, la formation des formateurs en simulation, elle est indispensable, parce qu'elle répond à la loi, en quelque sorte, ou peut-être pas la loi, mais en tout cas aux recommandations. C'est une formation initiale qui est bien cadrée, avec au minimum une formation courte, mais il y a des DU et il y a des formations complémentaires qui existent ou qu'il faudrait créer. Je pense qu'il faut créer une évaluation, une formation à l'évaluation formative, sommative, excusez-moi, un petit lapsus, pour, premièrement, probablement une formation rapide pour tous les PH, les CCA, les PU qui vont être dans les écosses, mais aussi probablement des gens qui soient capables de créer des grilles qui soient validées. Je pourrais vous parler pendant 1 heure, 2 heures des grilles. Il y a beaucoup de grilles qui existent, mais peu qui sont validées et encore moins traduites, puis revalidées une fois qu'elles sont traduites. Voilà. Pour les formateurs en simulation, il y a une formation, il y a une formation continue avec un minimum annuel de pratique qui est, et je le répète, 6 jours de formation par an, qui est quelque chose qui paraît faisable, qui nécessite que les gens en fait l'enregistre en quelque sorte. Donc là, on a tout notre groupe de travail qui a proposé, notre groupe de travail a proposé actuellement qu'on crée un portfolio, c'est-à-dire que chaque formateur en simulation puisse mettre plein de toute sa carrière
comme un CV, mais en plus avec une perspective bien plus forte qu'un CV de comment s'améliorer, qu'est-ce que j'ai déjà fait en tant que formateur, comment je veux m'améliorer. Voilà, l'évaluation des formateurs en simulation, elle est logique. Pour l'instant, elle n'est pas obligatoire et elle est un peu dévolue à chaque structure. Le suivi est difficile et je pense qu'il y a vraiment l'intérêt d'un portfolio parce que finalement, le projet de l'évaluation des infrastructures de simulation en santé, qui est assez énorme et un très beau projet, inclut une évaluation des formateurs à un moment de la primo-évaluation et éventuellement lors des réévaluations. Mais il y a tellement de travail à faire. Est-ce que ça va être faisable? Voilà, c'est un petit peu ma question. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je suis évidemment ouvert aux questions. Merci, docteur Lecomte, pour votre intervention, qui a justement suscité des questions dans le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Alors, je vais me faire la voix du coup de ces quelques questions commentaires. La première étant, pourquoi ne pas créer une banque nationale de scénarii certifiée par la Sofrasims partagée sur une plateforme web? Donc, c'est une question déjà posée lors d'un congrès en simulation il y a quelques années. Ouais. Oui, c'est une super question. Moi, je suis prêt à donner tous mes scénars, mais le risque, ce serait que des gens qui n'ont pas de formation se disent, tiens, c'est intéressant, je les utilise tels quels, première chose. Et puis, en fait, la question, avant de faire un cours, il faut faire un état des lieux. Et cet état des lieux, il ne correspond pas automatiquement à ce pourquoi le scénar que j'ai créé a été créé. Cet état des lieux, il est tellement vaste. Il répond à ce que veut une infirmière de bloc opératoire, à ce que veut son cadre, à ce que aux événements indésirables ou aux événements indésirables graves qui ont été envoyés parce qu'il y a eu des problèmes, à ce que veut le service formation, à ce que veut le gouvernement parce qu'ils ont une politique sur tel ou tel projet, que waouh, c'est fantastique. Et c'est difficile à faire du copier-coller. Et je peux vous dire que globalement, je vois plein d'étudiants qui passent tous les ans. Je pourrais prendre 30 scénars tous les ans en DU et je prends une quinzaine d'idées en me disant tiens, c'est marrant. Mettre le facilitateur à ce moment-là, ça permet aux gens de réfléchir plutôt à telle chose. Ce sont des idées que je vais collecter, mais en aucun cas faire du copier-coller. J'ai eu la chance d'aller travailler en Chine et les Chinois m'ont dit mais on voudrait vous voir débriefer. Pour pouvoir s'améliorer pour pouvoir voir comment il faut faire un bon débriefing. Je fais non, j'ai des idées de ce qu'est un bon débriefing, mais il y a des jours, je fais des débriefings qui sont pas très bons et j'aimerais pas que ça tombe sur le jour où je vous montre les choses. Vous voyez, donc il faut un cadre que propose la Sofrasims, il faut mâcher le plus possible, mais je crois qu'il y a vraiment un travail de s'approprier ce cadre et d'essayer apprentissage par l'erreur, mais encadré au maximum. C'est-à-dire que dans les formations de formateurs, on est dit, OK, vous avez les référentiels, voilà comment les utiliser. Attention, les principales erreurs avec ces recommandations, c'est ça, ça et ça. Ça, c'est important quand même. Merci. Une deuxième question en lien avec les scénarios et ce qui vient d'être dit. Existe-t-il un modèle normalisé, validé, national de trame de scénario? La personne dit, nous avons eu un modèle proposé cette année lors de la journée de réactualisation des formateurs dans leur centre de formation. Oui, alors le scénar là, qui vient de passer, ce que j'ai donné, ça correspond. Alors, pour l'instant, il y a deux modèles qui existent. Il y a un premier modèle qui est pour la simulation immersive. Alors bon, la simulation où on se met dedans et un peu parfois le procédural, mais en tout cas, quand
ces scénars existent là, cette trame de scénar existe, elle est disponible gratuitement sur le site de la Sofracims, et en remerciement simplement, les gens peuvent s'abonner à la Sofracims, ça coûte 30 € par an, ce serait bien et qu'on soit une belle force de frappe. Ce scénar-là, par le groupe Guillaume Darsakian, etc., a été créé. Il y a un scénar pour les patients simulés qui a été créé par Anne Bello de Caen, d'ailleurs avec une version formative et une version sommative à utiliser. Et il y a le groupe de travail de Guillaume Darsakian qui est à nouveau à l'étude avec Étienne, avec plein d'autres personnes, sur comment évaluer nos scénarios de simulation. Une fois qu'on l'a créé, est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'on peut l'optimiser? Il y a une grille, etc. Merci à vous. Sinon, alors une autre question, est-ce que des centres de simulation appliquent ou essayent d'appliquer l'évaluation des formateurs avec le DASH, même simplifié, somme toute très chronophage, tant que les soignants peuvent dégager pour la formation en santé? C'est une question commentaire. De façon systématique, malheureusement, non. Je pense que l'ensemble des collègues que j'ai ne le font pas de façon systématique. Par contre, et ça c'est important, lorsqu'il y a un problème, vraiment, il serait très intéressant qu'on puisse utiliser le scénar papier, la vidéo de la session de simulation, la vidéo du débriefing, et qu'on puisse utiliser éventuellement le DASH à ce moment-là, qui est un outil voilà, c'est cadré, c'est l'évaluation, c'est pas le sentiment de François Lecomte ou le sentiment de Pierre-Paul Jacques vis-à-vis de tel formateur, mais c'est juste voilà, une évaluation par quelque chose d'objectif. Et ça, je pense que c'est très intéressant. Alors, à contrario, là, vous allez me dire, mais alors, vous faites quoi quand vous évaluez en fin de journée? Quand on évalue en fin de journée, on a les évaluations des gens qui ont été formés, qui sont au milieu de la salle. On range toute la salle. Ensuite, on va jeter un coup d'œil sur nos évaluations on se dit alors comment ça se passe, est-ce qu'il y a eu des problèmes aujourd'hui, etc. Et surtout, ce que je préconise, c'est ouvrez un document Word à la fin de chaque formation et notez les 4 ou 5 changements que vous voulez pour la formation d'après. C'est fondamental parce que dans 6 mois, quand vous faites cette formation, vous aurez tout oublié. Très bien. Et puis, pour terminer, c'est plus de l'ordre d'un commentaire. La personne dit, pour moi, il y a des enseignants titulaires de DU de pédagogie et de simulation en santé en mesure d'élaborer le déroulé pédagogique d'une formation et les formateurs formés sur des formations dites courtes en mesure de participer à l'élaboration des scénarios. Voilà. Ah oui? Mais je suis complètement d'accord avec ça. Donc, je pense que si on a quelqu'un qui doit faire l'alignement pédagogique, il doit être titulaire soit d'un DU de formateur en simulation, soit sous réserve qu'ils répondent quand même à des critères de qualité. Voilà. Mais je pense que tous ne sont pas équivalents, mais globalement explorent les mêmes aires, soit un DU ou un DU de pédagogie, soit un master en pédagogie. Voilà. Et ça, ces gens-là qui sont capables de comprendre l'alignement pédagogique et peuvent effectivement encadrer des gens qui sont titulaires de formation courte. C'est tout à fait ce que j'ai mis sur la diapo, sachant que les gens qui ont la titulaire d'une formation courte, ils sont capables de mettre en scène un scénario à partir du scénario papier, etc. Oui. Très bien. Merci. Voilà, c'est ce que s'il y a des questions supplémentaires, là, on a vu les questions du chat. On a un petit peu de temps devant nous pour prendre une ou deux questions en plus. N'hésitez pas à prendre la parole et à ouvrir votre micro. Vous pouvez écrire la question dans le chat et je pourrais me faire le relais si jamais. Je vais peut-être en poser une. Moi, d'abord, merci François pour ton exposé. Tu as évoqué une idée qui m'intéresse depuis quelques années, c'est la notion de débriefing dans une équipe tous les ans ou tous les 6 mois. J'ai eu l'occasion de le faire là, il y a quelques années et c'est en effet très enrichissant.
parce que ça demande beaucoup de préparation. Il faut que les gens acceptent, ce qui n'est pas forcément évident. Mais à partir du moment où, en effet, on fait ça en équipe restreinte, si je puis dire, d'un centre, par exemple, ça peut être vraiment hyper, hyper intéressant et enrichissant. Et donc, est-ce que tu connais des endroits, toi, j'ai l'impression que tu le faisais, puisque tu l'as dit, est-ce que tu connais, est-ce qu'il y a pas mal d'endroits qui le font, à l'étranger aussi, qu'est-ce que tu en penses? Malheureusement, non. Je ne connais pas d'endroit qui le fasse de façon systématique. Moi, je ne le fais pas systématiquement non plus. Et je pense que c'est dommage. Ensuite, je pense qu'il faut motiver nos formateurs, il faut assurer ce ciment, parce que pour les formateurs aussi, c'est quand même pas simple. Et on a beaucoup des gens qui se remettent en cause assez clairement, hein, quand on parle de recertification actuellement, et c'est pas pour rien si on parle autant de problèmes psychologiques. Je pense que les gens qui sont intéressés par la simulation sont particulièrement des gens qui sont intéressés par le raisonnement des personnes, par leur empathie, etc., et sont peut-être un peu plus à risque que les autres. Et je pense que ça, ce serait ça, je ne sais pas comment le rendre obligatoire et je ne sais pas comment nos structures pourraient dédommager les gens qui seraient à ces formations-là. Voilà. À ces journées pédagogiques-là, je suis. En tout cas, comment faire? Est-ce que on devrait montrer l'exemple peut-être à un congrès de la Sopra-Sims en disant comment est-ce qu'on peut s'améliorer, un exemple, etc., un atelier, que sais-je. Oui, oui, je pensais à ça, peut-être un atelier, peut-être commencer progressivement, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire faire d'abord un petit exposé en disant la méthodologie qui pourrait être appliquée, et puis peut-être en effet montrer un exemple d'une équipe qui souhaite le faire ou qui le fait déjà régulièrement. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le faire dans le centre à une certaine époque, mais aussi des équipes qui ont demandé à le faire avec un débriefeur expérimenté, j'allais dire, et là, c'est encore plus important, parce que dans une équipe, tu connais tout le monde, tu connais tes défauts, tu connais tes qualités, et tu peux accepter des remarques. Une équipe extérieure qui vient et qui accepte les remarques, c'est vraiment. On sait que la simulation est une grande école d'humilité. D'ailleurs, quand on fait bien la simulation, et tu l'as dit, tu as dit toi-même tout à l'heure il y avait des débriefings dont tu n'étais pas fier. Oh oui. C'est arrivé à tout le monde. Et ça, je crois que c'est un des intérêts aussi majeurs de la simulation. Alors, les gens qui ont un gros ego ne viennent pas en simulation. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a Alors, des questions? Véronique, je crois que… Véronique. Oui, moi je voulais rebondir sur les débriefings, du coup de débriefing, alors sans forcément aller sur la journée annuelle. Nous, au moins, on le fait de manière régulière le soir après la formation. Il y a deux grosses difficultés. La première, c'est d'avoir des formateurs qui ont la compétence pour faire du débrief de débrief, parce que ce n'est pas tout à fait la même technique que faire un débriefing. Il y a des choses parallèles, mais il y a aussi des spécificités. La deuxième, c'est la contrainte de temps. Parce que ça rajoute à la formation et à la charge cognitive des formateurs qui ont déjà tout donné dans leur formation et on rajoute 1 heure de débrief le soir. On a fait, nous, du coup, un format un petit peu intermédiaire pour résoudre, en tout cas pour essayer de limiter ces deux difficultés. C'est ce qu'on appelle un temps de synthèse, où on utilise l'approche delta plus, ou plus delta en fonction de comment on a envie de l'utiliser, mais en tout cas, c'est la même, pour justement essayer de structurer ce temps de synthèse sans avoir les compétences pour faire du débrief de débrief et le structurer en 30 minutes top chrono. Ce qui permet du coup, dans un temps réduit, d'avoir quand même une approche réflexive, peut-être ciblée, mais au moins ça permet d'avoir cette approche un petit peu réflexive du débrief de débrief dans un contexte un petit peu simplifié, on va dire.
C'est un super exemple. Hein. Ouais, Merci beaucoup. À la charge cognitive, je me permettrais de rajouter pour les centres de niveau 1 la fatigue physique. Hein, parce que moi, ce matin, là, pour la simulation, j'étais là à 6h moins 10 pour tout monter. Donc, ce soir, je vais tout démonter. Et je ne suis pas parti avant 18h30, 19h. Alors, je pourrais prendre 30 minutes de plus. Mais voilà, c'est juste pour que les gens comprennent quoi, voilà, si vous allez dans un congrès, pareil, vous intervenez dans un congrès, etc. Ça m'est arrivé à la SFMU d'emporter tout mon matériel le matin. Et de démonter tout pour une session, etc. Mais c'est fatigant. Voilà. Alors quand c'est pour une demi-journée, on fait deux petites sessions, tout va bien. On peut effectivement aller manger ensemble le midi et puis on a, je ne vais pas appeler ça un débriefing, mais on a plus une espèce de défusing, voilà. Et puis éventuellement, si quelque chose s'est mal passé, on peut prendre un petit peu plus de temps. Alors ça, c'est comme la médecine de catastrophe finalement. Si ça s'est pas mal passé, on en discute un tout petit peu comme ça et on voit qu'il n'y a pas de réaction trop négative. Et s'il y a vraiment quelque chose qui s'est pas bien passé, on le note et on essaie d'y revenir. Mais c'est pas c'est quelque chose qu'on fait effectivement dans une session plus structurée, quoi. Non, du coup, je pense que pour les questions, c'est bon. Peut-être une question, une remarque, François. Tu as parlé tout à l'heure de l'évaluation des centres, labellisation des centres. J'ai eu l'occasion de le faire une dizaine de fois. Et en fait, on n'évalue pas les formateurs. On a des entretiens avec les formateurs parce qu'on pose la question évidemment, comment évaluez-vous vos formateurs? Beaucoup de gens nous répondent le DASH. Mais en fait, on sait très bien que c'est tout à fait irrégulier. Je crois que ça fait partie des prochaines étapes, des actions d'amélioration des futures évaluations. Ça va être de creuser un peu le sujet que tu as évoqué. Il faut faire ça par étapes. Parfait. Donc peut-être du coup le portfolio qu'on est en train de créer permettrait que finalement quand vous arrivez pour l'évaluation, vous avez ce portfolio à voir. Excellent. Exactement. C'est un portfolio d'ailleurs manuel ou électronique. Oui, tout à fait. Ou numérique. Voilà. Merci. Eh bien, en tout cas, un très, très grand merci. Ah, alors attendez, j'ai eu un petit commentaire dans le chat qui vient d'arriver. Voilà, alors je me permets du coup, pour clôturer, ce qui peut être perçu comme s'être bien passé pour certains n'est peut-être pas le cas en termes de qualité pédagogique. Donc même si c'est bien passé, intérêt d'un temps de débriefing, mais effectivement contraire. Voilà, une remarque supplémentaire. Eh bien, en tout cas, vraiment un très grand merci, docteur Lecomte, pour votre intervention d'aujourd'hui et puis pour l'énergie communiquée. On sent votre passion. Ah oui, il en faut, hein. Parce qu'il y a pas mal d'obstacles. Un grand merci pour l'invitation. Au revoir. Beaucoup, François. Et puis rendez-vous à tous pour le prochain rendez-vous simulation en février, le 16 février, donc aux mêmes horaires, qui sera sur la construction d'un programme de simulation, les fondamentaux. Voilà. Et puis on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci encore. Au revoir, merci.